Depuis la création du Mossad, ses agents refusent catégoriquement d'apparaître devant la caméra. Le fait que je sois un réalisateur israélien ne suffit pas à dissiper leur méfiance. J'espère que ce truc ne tire pas. Quand on a vécu dans la peau d'un autre sous une double, voire une triple identité, on a du mal à s'en défaire, même à la retraite. Et quand à force de persuasion, certains officiers finissent par accepter une interview, ils imposent leurs conditions. Un bon conseil de ma part, évitez les spéculations inutiles. Pouvez-vous raconter ce que vous avez fait, où vous êtes allé? Je n'irai pas sur cette voie. Question suivante. D'accord. Pour quelle mission avez-vous été formé? C'est la même question. Poursuivez. Au fond, vous conditionnez ces gens à trahir leurs compatriotes, c'est ça? Vous voulez m'entraîner sur des sujets dont je n'ai pas l'intention de parler. Désolé. Pour quelle raison refusez-vous de dévoiler votre visage? Je n'ai pas envie de répondre. Pour John le Carré, l'espionnage est un jeu. Êtes-vous de cet avis? Absolument pas. C'est une sorte de jeu, oui. Mais il s'agit de choses très sérieuses. Les dilemmes, les problèmes moraux et éthiques auxquels nous sommes confrontés posent de graves questions. Extrêmement graves. אתמול בתוניס הגיעה חוליית החיסול שבאה מחו"ל כאשר הגיע המהנדס מוחמד א-זוארי ניגשו אליו וירו בו מטווח אפס מספר כדורים. התקשורת המקומית בתוניס טוענת כי למהנדס היו קשרים ענפים עם הזרוע הצבאית של חמאס. הם מבררים לגבי עיתונאית טוניסאית שראיינה אותו, שוחחה איתו זמן קצר לפני החיסול ואחר כך המשיכה לעבר שדה התעופה. Intéressant, non? La routine? C'est comme au cinéma. Quoi? Et si nous servions de couverture à une opération du Mossad dont nous n'avons pas la moindre idée? Ou pire, peut-être que vous servez de couverture au service secret iranien et que vous allez m'abattre d'une minute à l'autre? On ne peut pas savoir. On ne sait jamais. Ça l'affaire. Hezbollah commander was killed in a bomb attack. Assassination of a leading Iranian nuclear scientist. وأن الوحدة الخاصة بالتصفيات الخارجية للموساد كيدون هي التي اختلت هذا خبر رسمي. The assassination of Mahmoud al-Mabhouh, crime the police are pinning squarely on the Israeli intelligence agency Mossad. Les médias internationaux décrivent le Mossad comme un commando de la mort professionnel. Est-ce une image ou la réalité? Cette réputation s'est établie au fil des ans, c'est vrai. C'est indiscutable, mais marginal par rapport aux différentes activités du Mossad. Le Mossad a été impliqué dans quasiment tous les événements importants survenus au cours des 50 dernières années. Dans presque toutes les guerres, tout ce qui aurait pu arriver et ne s'est jamais produit. Voilà sa véritable contribution. J'ai été recruté à 26 ans. Je venais de faire mon service militaire dans une unité d'élite. Et comme les autres, je me trouvais à la croisée des chemins. Je me cherchais, en fait. Quand ils m'ont repéré, ça m'allait bien. Très bien, même. C'était exactement ce que je voulais voir en me regardant dans la glace. J'ai donc passé un entretien d'embauche. Une brève entrevue avec une jolie fille. Du coup, mon envie d'intégrer le Mossad s'est renforcée. Très vite, on m'a fait passer un test de personnalité pour voir si j'étais apte à devenir agent secret. Il faut être fiable, intègre, irréprochable. Et en même temps,
savoir s'adapter à toutes les situations. La combinaison de ces deux traits de caractère chez une seule et même personne est exceptionnelle. En principe, on est soit droit et honnête, soit un escroc. Il est difficile d'être à la fois une personne intègre et une crapule. Ce qui est le lot quotidien d'un agent, parfois pendant de longues périodes. Il utilise la manipulation, ce dont il s'abstiendrait dans la vie réelle. C'est le jeu. Voilà pourquoi il est si difficile de dénicher des agents. On en trouve 1 sur 1000. כישלון של המוסד. 4 צעירים ישראלים נלכדו בקפריסין בעת שביקשו לצוטט לקווי הטלפון של שגרירות איראן בניקוסיה. Vous étiez mêlé à ce fiasco, en tant que coordinateur de l'équipe. J'ai été impliqué plus d'une fois. Mais en règle générale, on arrive toujours à s'en sortir. Comment avez-vous vécu la détention? Je veux dire en tant qu'expérience personnelle. Pour un homme libre qui se prend pour le roi du monde, qu'il considère comme son terrain de jeu privé, qui voyage constamment et vit à 100 à l'heure, se retrouver soudain menotté à une chaise, c'est très désagréable. On commence à se poser de grandes questions. J'avoue que je me demandais pourquoi il fallait mourir pour cette cause. Mais grâce à l'entraînement, on parvient à faire le vide et à continuer. Ils ont gobé votre histoire? Avez-vous pu préserver votre couverture? Évidemment. Comment dois-je vous appeler pour cette interview? De votre vrai prénom ou de votre pseudonyme? Yael? Ella? Ni Ella, ni Yael. Vous pouvez m'appeler Tamar. Va pour Tamar. Vous avez opéré plusieurs années sous couverture en pays hostile. Oui. Que serait-il arrivé si vous aviez été démasqué? Si j'avais été arrêtée, je ne sais pas si j'aurais croupi des années en prison. Je n'en ai aucune idée. Parce qu'être un espion israélien en pays ennemi, ce n'est pas très agréable. Pas vraiment recommandé, non. J'ai grandi en France. C'était un pays très conservateur. J'étais scolarisée dans une école de filles où les enseignants étaient toutes des femmes. On avait l'impression que rien ne changerait jamais. On me faisait sentir que j'étais une étrangère. De quel côté serais-tu en cas de conflit entre Israël et la France, me répétait-on. À qui prêterais-tu allégeance? Au début des années 70, l'âge de la majorité en France est passé de 21 à 18 ans. J'ai dit « C'est bon, au revoir ». J'ai attrapé ma valise et j'ai immigré en Israël. J'étais comme ça. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Je menais une vie tout à fait normale, jusqu'au jour où j'ai été convoquée au bureau de la coopération internationale. Je suis entrée dans une pièce où un homme assis à une table a déclaré « Si je vous disais qu'il y a une chose que ni nos pilotes, ni nos parachutistes ne peuvent accomplir, mais vous, si,
Être les yeux d'Israël de l'autre côté de la frontière. Seriez-vous d'accord? J'ai répondu, bien sûr. Ce sont des photos en robe de cocktail des années 70. Je les portais parfois. Qui les a choisis? Le commandant. Oui. On avait fait les magasins. 3 robes. Ça, c'était dans l'avion qui nous emmenait en mission. C'était mon anniversaire. J'avais 22 ans. Qui a pris les photos? Y avait-il quelqu'un avec vous? Oui. J'avais un partenaire, car la mission exigeait que nous soyons en couple. C'était votre couverture? J'étais son épouse. J'ai commencé mes activités pendant la guerre du Kippour. La tension était palpable en Israël. On avait peur que le pays ne soit anéanti. L'affrontement militaire entre Israël et l'Égypte atteint son paroxysme avec la guerre du Kippour en octobre 1973. Les deux camps subissent de lourdes pertes. De nombreux soldats sont portés disparus. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a envoyé en Égypte. Oui, l'Égypte était encore en guerre. C'était une mission d'observation dans le but de récolter des informations. Il pouvait s'agir de cachettes pour des missiles à longue portée, des antennes, n'importe quoi. Un jour, j'ai eu l'occasion de recueillir des informations dont Israël avait besoin. Lors d'une excursion, j'ai pu visiter le musée de la guerre à Suez et photographier des véhicules militaires israéliens. Les photos devaient nous aider à retrouver des soldats disparus au combat. Il y avait des traces de sang encore fraîches à l'intérieur. C'était quelques jours après la mort des soldats. Malgré tout, je devais sourire comme si de rien n'était. Vous avez l'air très jeune sur ces photos. Et pourtant, vous réussissez à dissimuler vos sentiments. Il y a eu beaucoup d'autres circonstances semblables. Votre couverture au Caire était de jouer le rôle de la femme d'eux. Comment peut-on entretenir une relation aussi complexe pendant si longtemps? Je préfère passer à la question suivante. Néanmoins, qu'est-ce que cela fait de mimer une relation si proche? Et où se situe la frontière entre le jeu et la réalité, la vie réelle? Où l'on veut. Et dans votre cas? Vivre ensemble pendant des mois dans un pays hostile, avec les tensions qui y régnaient, devoir compter l'un sur l'autre en feignant d'être un couple, a probablement conduit à une certaine proximité qui s'est transformée en attachement affectif. Dans cette situation, l'existence aurait été très difficile s'il ne s'était rien passé. Dans les conditions où nous vivions, avec des domestiques à la maison, il fallait qu'une chimie, une intimité s'opère. On s'est dit qu'on allait essayer de jouer le jeu pour de bon. Au terme de la mission, nous devions décider de rester ensemble ou pas.
Celui qui nous avait réunis, mon partenaire et moi, et qui nous connaissait parfaitement, a jugé que la situation était sans issue par sa faute. Et il s'est débrouillé pour nous séparer. Et comment l'avez-vous pris? Mal, très mal. J'étais très en colère.